Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha. We're good. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. Touchdown. Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 378 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, 10e semaine de compétition dans cette saison 2020. À mes côtés, pour en parler cette semaine, il y a Raoul Villeroy. Bonjour Raoul. Hello, salut. Raphaël Masmejean est également là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Messieurs, cette semaine, on va parler d'une NFC West complètement folle avec 3 équipes à égalité en tête. C'est le programme de nos affiches de la semaine. On parlera aussi du changement de leader en AFC Sud parce que oui, parfois, il se passe des trucs le jeudi soir en NFL. Tous les autres matchs de la semaine 10 sont également au programme, les tops et les flops. Vous avez l'habitude de tout ça et c'est parti dès maintenant. Shotgun. Murray out of the pocket. 7 seconds. 6 seconds. Murray heaves it downfield. It is. Oh, it's caught. It is caught. DeAndre Hopkins. Miraculous. It's Murray magic. Ça a vu un peu comment ça groove. Je renouvelle mes expressions de John. Mais oui, mais les lignes de basse, ça devrait. Cardinals 32, Bills 30. Victoire des Bills à la dernière seconde sur une réception incroyable de DeAndre Hopkins que vous venez d'entendre évidemment entre 3 défenseurs. Messieurs, est-ce que les Cardinals rentrent pour de bon dans le groupe des équipes prétendantes, les sérieux, le haut de tableau, la crème de la crème, the cream of the crop, comme on dit chez nos amis anglophones? Raphaël. En tout cas, oui, ils s'affirment comme des prétendants dans une NFC qui paraît peut-être plus ouverte que jamais, j'ai presque envie de dire, même si ces dernières saisons, la NFC envoie quasiment un représentant différent tous les ans, donc je ne sais pas si elle a vraiment été fermée à un moment, mais ils s'affirment comme une des grosses équipes de leur division. Peut-être pas la crème de la crème, parce qu'il y a encore quelques petits défauts dans cette équipe. Mine de rien, ils battent les Bills à la dernière seconde des dernières secondes sur une action on ne peut plus incroyable et qui arrivera sans doute pas tous les week-ends, ou alors ça va être incroyable, mais non, ils sont costauds parce qu'ils ont des joueurs de talent qui sont capables de faire la différence, et je crois que c'est aussi un peu le fond du, en tout cas moi, une des choses que je retiens de ce week-end, c'est que le foot américain est un sport complexe sans aucun doute, plein de stratégies sans aucun doute, mais qu'à la fin de la fin, c'est aussi un sport où des talents supérieurs à d'autres émergent et que quand tu leur confies le ballon, c'est aussi le meilleur moyen de gagner. Et je crois que d'Andrew Hopkins l'a un peu rappelé, quoi. Raoul, est-ce que tu es prêt à croire en ces Cardinals pour aller très très loin? Je suis prêt à imaginer qu'ils aillent assez loin. Maintenant, je ne sais pas si je les mets encore, comme tu dis, dans comme tu dis, la cream of the crop ou je sais pas quoi. C'est ça. Oui, ils ont un très bon bilan. Oui, ils font une super performance. Je suis d'accord avec Raphaël qu'il faut quand même peut-être un tout petit peu modérer. Et sur ce match-là, c'est peut-être un jeu exceptionnel dont on se souviendra, comme d'autres à El Mari dont on se souvient. Donc, je ne sais pas si je les mets encore tout en haut, top 5 NFC. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont la régularité pour tenir sur 3 ou 4 matchs de play-off? Mais je ne sais pas encore trop, il faut voir. Je demande à voir. Il faut un peu d'expérience en play-off généralement. On parle beaucoup de Murray et Hopkins, mais leur l'identité, c'est quand même le jeu au sol. On en parle peu, notamment à cause de cet exploit. Mais il y a 217 yards dans ce match au sol. Ils sont maintenant l'équipe la plus productive de la Ligue dans ce secteur. C'est la base pour eux. Ils sont aussi la meilleure attaque de la Ligue maintenant avec 425 yards par match en moyenne. Donc, une attaque comme ça, tu peux quand même aller très très loin.
je vais oser une comparaison, mais l'an dernier, par exemple, les Ravens, c'était la première équipe au sol, donc c'est pour ça que je prends ce point de comparaison-là. Mais là, j'ai l'impression qu'en plus de ce jeu au sol redoutable, tu rajoutes des André Hopkins, Christian Kirk, Larry Fitzgerald. Je ne vais pas dire que c'est plus fort parce que ça l'est pas que Baltimore l'an dernier, mais il y a plus d'options encore. C'est encore plus redoutable sur le papier en termes de possibilités. Est-ce que Kyler Murray est au niveau au sol de ce qu'est Lamar Jackson? Peut-être pas. Non. Hmm. Ah, Raphaël hésite. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que ces deux attaques au sol, en fait, qui n'ont pas tellement de choses à voir. C'est que cette attaque des Cardinals, elle est aussi énormément boostée au sol par Kyler Murray. Alors, enfin, j'avais le sentiment quand même que les Ravens l'an dernier, c'était un vrai système au sol qui s'imposait avec plusieurs coureurs, dont Lamar Jackson bien sûr, mais plusieurs coureurs, des vrais schémas. Alors là, il y a quand même une bonne partie, pas loin d'un tiers des gains au sol des Cardinals viennent de Kyler Murray. Et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même type d'attaque au sol, qu'elle est peut-être un peu moins dessinée, un peu moins perfectionniste que celle des Ravens. Donc, je trouve leur attaque, malgré les stats, je trouve leur attaque au sol moins forte. Par contre, pour moi, c'est clair et net, ils ont bien plus de solutions, notamment dans les airs, parce que déjà, tu as un receveur du calibre de DeAndre Hopkins que tu n'as pas chez les Ravens et que tu n'avais clairement pas l'an dernier, ça c'est une évidence, et que tu n'as toujours pas. Et même, globalement, tu as un peu plus de solutions. Donc oui, pour moi, ils ont plus d'options que les Ravens l'an dernier. Bon, ça devient en tout cas beaucoup plus costaud. Après, petit bémol, alors je suis d'accord avec toi, c'est pas le même esprit et c'est quand même plus presque frontal les Ravens dans leur approche du jeu au sol. Ouais. Mais bon, après, Lamar Jackson, c'est quand même milliard au sol l'an dernier, donc c'était pas une petite part non plus de l'attaque. Ouais, non, je te rejoins, mais c'est vrai que Mais pas dans le même style, je vois ce que tu veux dire. C'est frontal, c'est que vraiment tu sens que dans le playbook des Ravens, le sol est la première façon de faire avancer, alors que chez les Cardinals, pour moi, c'est d'abord une attaque aérienne, mais qui en fait, elle est tellement elle ouvre tellement de brèches aériennes que le jeu au sol profite de ces brèches pour avancer, pour finalement accumuler des yards. Et je trouve qu'elle est plus construite sur d'abord l'aérien que sur le sol, quoi. Est-ce que le jeu au sol de Arizona est pas un peu moins, peut-être un peu plus improvisé de la part de Murray? Je me rends bien compte qu'il y a des jeux qui sont dessinés pour lui, mais j'ai l'impression là où Lamar Jackson, tu vois tout de suite, il prend le ballon, il part en courant. Murray, est-ce qu'il lit pas d'abord un peu et s'il voit qu'il n'y a rien, il part en courant? Ouais, je vois aussi un peu plus ça. Ouais. C'est vrai. Leur défense a aussi su mettre la pression sur Josh Allen et limiter le jeu au sol des Bills. Ça aussi, c'est quand même une bonne nouvelle. Leur défense est quand même observée de près, notamment depuis la perte de Chandler Jones. Donc, toutes les performances positives sont quand même à prendre comme des bonnes nouvelles. Ou alors, ils sont en train de stabiliser quelque chose, Raphaël. Oui, ils stabilisent peut-être. C'est vrai qu'en plus, la prestation défensive, elle passe pas loin d'être encore meilleure parce que Patrick Peterson, sincèrement, Peterson, il sort de ce match avec 4 interceptions contre Josh Allen. Il n'y a pas de scandale parce qu'il y en a 2 qui drop. Il y en a une autre où il est vraiment pas si loin, il la drop pas. Donc, tu as vraiment un gros truc de turnover sur ce match-là qui aurait pu être encore plus favorable à cette défense. Donc ça progresse dans ce sens-là. Ça reste encore perfectible, comme tu l'as dit. Mine de rien, ils ont quand même. La réception de Stephen Diggs aurait presque dû donner la victoire à cette équipe de Buffalo. Donc ça prouve que les Cardinals ont finalement fini par concéder en défense ce qu'ils n'auraient pas dû concéder pour être au top, on va dire. Donc voilà, mais c'est vrai que on est resté sur la dernière action de DeAndre Hopkins. On n'a pas rappelé le scénario. En effet, 30 secondes avant, Stephen Diggs avait marqué ce qui semblait être le touchdown de la victoire pour cette équipe de Buffalo. Pour revenir sur la pression, Josh Allen sous pression, ça a été 4 sur 14 pour 28 yards et une interception. Il en lance 2 au total. Est-ce qu'on n'a pas vu toutes les lacunes de Buffalo, c'est-à-dire le jeu au sol qui est quand même très très aléatoire depuis le début de la saison? Là, ils ont été limités à 73 yards, dont 38 pour Josh Allen. Donc ça veut dire que les coureurs ont vraiment pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis la défense qui a quand même été encore en difficulté. Et on parle de ce qui était d'ailleurs les deux forces de cette équipe il y a encore 2-3 ans. Et là, au final, ils sont exploités là-dessus. Même en début de saison, en tout cas cette saison, on en a vu un peu de l'efficacité au sol des Bills et la défense. Prend pas autant de yards à chaque match. Alors, bien sûr que les stats, elles sont un peu gonflées par les big plays, mais ça va dans les deux sens.
Je suis d'accord que petit à petit, cette équipe de Buffalo rentre dans le rang. Là, encore une fois, elle passe à une action incroyable de gagner ce match, mais même si elle l'avait gagné, je suis pas sûr qu'on en aurait tiré des conclusions très. On n'aurait pas loué leur match en disant c'est vraiment un super match qu'ils ont fait parce qu'ils sont quand même quasiment muets en deuxième mi-temps. Alors qu'ils menaient assez largement à un moment. Donc bon, c'est pas un bon match pour eux et en plus de le perdre là-dessus, ça met un coup au moral, je pense. Bah, ils menaient 16-9 à la pause. Hein, les Bills. Et 23-9 après, c'est ça que je voulais dire. Et 23-9 après avoir marqué dans le troisième quart, en effet. Et derrière, ils ne marquent plus qu'un seul touchdown. C'est celui de Stephon Diggs en toute fin de match. Raphaël, je parlais de l'attaque au sol. C'est parce qu'ils sont 29e actuellement au sol dans la ligue. Ils étaient 8e l'an dernier. En défense, même chose. Ils étaient 3e l'an dernier. Cette année, ils sont 20e sur les yards encaissés. Donc, il y a clairement quelque chose. Enfin, c'est plus la même équipe en termes d'identité, là. Oui, non, c'est une équipe qui n'arrive pas à retrouver ses fondamentaux, on va dire, des dernières saisons. En plus, enfin, c'est difficilement explicable parce qu'en défense, la défense globalement n'a pas tant bougé que ça. Alors, il y a eu des absences en début de saison dans le corps de linebacker, notamment avec un Milano qui a loupé plusieurs matchs. On a vu que ça avait de l'impact, mais bon, c'est vrai que c'est un peu étonnant pour le coup à quel point le manque de pré-saison fait que cette défense est un peu en diesel et qu'elle a du mal elle met du temps à prendre le rythme. Sur la défense, je leur laisserai le bénéfice du doute pour encore monter en régime parce qu'il y a des joueurs de talent, il y a un schéma, donc voilà. Par contre, c'est vrai que le jeu au sol, c'est aussi un côté un peu mystérieux. Singletary est moins bon que sa saison rookie. Bon, après, en dehors de ça, il manque peut-être finalement de solutions un peu dans le backfield au niveau des coureurs. En dehors de Singletary, tu n'avais pas grand monde. Peut-être que, ouais, j'avoue que je suis pas étonné que ça en baisse parce que l'attaque aérienne s'est vraiment affirmée comme le point fort de cette attaque. Donc, tu confies plus de ballons à Josh Allen et avec tous ses receveurs, mécaniquement, forcément, ton attaque aérienne perd un peu en yards. Ça, je suis pas surpris. Mais c'est vrai que là, il y a pas de grosse course, il n'y a pas de différence faite à ce niveau-là. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à l'expliquer, à part une baisse de niveau des joueurs, quoi, tout simplement. Raoul, je suis d'accord avec. J'allais rejoindre Raphaël sur le dernier point, sur le fait effectivement que comme tu as fait venir Stephon Diggs et que ils ont manifestement vu en début de saison que Josh Allen avait les capacités pour mener cette attaque dans les airs. Ils ont confié plus de ballons. Ils lui ont confié plus de ballons. Ça a fonctionné à un moment. Je crois quand même que c'est pas une mauvaise solution pour eux parce qu'ils ont de quoi faire et Cole Beasley a l'air de fonctionner aussi dans ce rôle-là. Avec Stephon Diggs, ça marche bien. Enfin, voilà, il y a de quoi faire, donc ça me paraît pas déconnant sur le papier. Maintenant, l'explication au sol, non, je vois pas bien. Je me souviens plus trop si l'an dernier Josh Allen assumait un peu autant encore le jeu au sol ou pas. Oui, un peu. Il a toujours été un peu mobile. Après, ça reste moins que justement les Kyler Murray. Bien sûr, non, mais on en est très loin, mais il est capable de le faire et il le fait de temps en temps. Et je me souviens plus si l'an dernier il le faisait aussi, mais j'ai l'impression que cette année c'est pas toujours hyper efficace. Les Cardinals se retrouvent donc en tête de la division NFC West, une division où les Rams et les Seahawks s'affrontaient. Rams 23, Seahawks 16. Raphaël, je vais être obligé de te poser la question en premier puisque tu es son défenseur numéro 1 dans sa campagne pour le MVP. Est-ce que Russell Wilson a un coup de barre ou bien est-ce que les Rams ont réussi une très grande prestation défensive ? Écoute, on est un peu dans les deux. Moi, je trouve que effectivement, Wilson sur ce match-là est pas bon. Enfin, c'est cette interception qu'il lance en sortant de la poche plutôt que d'aller chercher le first down. C'est un peu inhabituel de sa part. T'as des lancers aussi pas très précis. Donc il a totalement sa part de responsabilité là-dessus. Il connaît un coup de barre depuis deux semaines, on va dire. Donc là-dessus, c'est clair et net. Après, je trouve que, et on l'a peut-être pas beaucoup souligné cette saison, mais tu as un vrai progrès dans la défense des Rams quand même. Au niveau de l'effectif, globalement, tu as un Darius Williams dans le backfield qui se révèle complètement. Tu as un Jalen Ramsey et Aaron Donald qui sont tous les deux toujours aussi monstrueux. Et tu as vraiment je trouve, pas mal de polyvalence dans les schémas, d'ingéniosité. Enfin, ça des blitz un peu originaux, un peu masqués. Donc, je trouve que tu as quand même une vraie belle prestation défensive des Saints, des Rams, à laquelle il faut rendre hommage pour le coup.
Et tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, cette défense des Rams, parce que j'étais en train de regarder, je me disais 16 points, est-ce que c'est leur meilleure perf de la saison? Et pas du tout. Mm. Sur leurs 9 matchs, ils ont autorisé qu'une seule fois plus de 19 points. Donc, c'est quand même surtout dans la NFL actuelle, rester à 19 points au moins sur 8 de tes 9 matchs, en effet, c'est plutôt costaud. Ils jouent pas la NFC Est, par Alors contre. voilà, ils ont eu un calendrier évidemment plutôt simple, etc. Mais ça Non, reste, mais bien sûr. on l'a vu ces dernières semaines, Mm. ils ont autorisé 10. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Ils ont autorisé 2 fois plus de 19 points, parce qu'ils ont perdu contre les Dolphins en prenant Ouais, 28. mais ça reste. Mais voilà, ils sortent quand même des bonnes prestations. Et encore une fois, évidemment, il y a eu quelques équipes faibles. Je ne vais pas vous dire que contre l'attaque des Bears, celle des Eagles, celle des Giants et de Washington. Non, mais. Mais tu vois, ils prennent que 17 points contre les Cowboys en ouverture de la saison, où il y avait Dak Prescott et tout le monde à ce moment-là. Raoul, Russell Wilson, t'inquiète-t-il? En fait, dans le fond, non, mais oui, je vois, et je suis d'accord avec Raphaël, une baisse de régime depuis 2 semaines. Je me demande s'il ne commence pas à fatiguer de tout. Depuis le début et depuis longtemps, avec lui, on dit que il est hyper fort parce qu'il a toujours la pression sur lui, mais qu'il arrive à s'en sortir et qu'il sort toujours le grand jeu quand il faut et tout. Mais au bout d'un moment, t'es humain, c'est normal. Et je me demande s'il finit pas par, involontairement bien sûr, mais baisser de régime parce qu'en fait, il doit toujours tout faire tout seul. Et typiquement, cette interception là, au lieu d'aller chercher le first down, alors vous allez croire que je prêche pour ma paroisse, mais honnêtement, j'ai vu ça dans le même cas de figure exact cette année. C'était avec un rookie, c'était Justin Herbert. C'est des erreurs qu'il n'est pas censé faire. Et ça m'inquiète aujourd'hui parce que je me dis, il est sur une spirale négative et il faut qu'il arrive à s'en sortir. J'ai aucun problème dans le fait d'imaginer que s'il arrive à retrouver le mojo et qu'il arrive à tirer un peu cette attaque vers le haut et que cette défense se bouge un peu les fesses, il va réussir à retrouver un niveau qui peut faire de lui un MVP encore cette année. Après, il était peut-être aussi un poil en sur-régime et il était l'arbre qui cachait la forêt, surtout quand il est en sur-régime. Ouais, mais ça fait longtemps quand même qu'il est en sur-régime alors, parce que c'est pas la première année qu'on le voit réussir des Non, mais trucs tu vois, alors il qu'il marchait est sur tout l'eau seul. pendant le début de la saison. Oui, mais c'est pour ça. Peut-être que là, cette année, c'est vraiment genre il est trop seul par rapport aux années précédentes et que du coup, il peut plus tenir une saison complète. À voir comment le coaching staff arrive à déjà lui le remettre un peu dans le droit chemin et ensuite à faire en sorte qu'autour de lui ça roule parce qu'il pour le coup, il peut pas tenir tout seul, ça c'est sûr. Raphaël, ils sont encore favoris ou pas dans cette division du coup, parce qu'ils étaient leaders avant cette journée. Ils se retrouvent 3e sur les égalités, les départages, etc. Puisqu'ils ont tous le même bilan. Mais on a vu qu'ils sont moins complets que les Rams. On a vu que les Cardinals ont quand même pas mal d'arguments. Ça s'annonce quand même beaucoup plus compliqué que prévu, la bataille pour le titre de division. Oui, peut-être un peu plus compliqué. Après, je ne sais pas s'ils restent favoris, mais je ne les vois pas non plus particulièrement décrochés en fait dans cette lutte parce que malgré tout, moi je pense que leur attaque est meilleure que celle des Rams par exemple. Tu vois, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que Jared Goff, il peut être bien heureux que sa défense maintienne Russell Wilson parce que sincèrement, alors, la prestation offensive de Los Angeles, elle est quand même pas surtout face à la défense des Seahawks. Alors surtout face à la défense. Ouais. C'est le paradoxe de cette rencontre, c'est que 23 points, c'est le plus petit total encaissé par les Seahawks cette année et qu'ils perdent. Donc ça, c'est quand même assez étrange. Mais au final, en effet, ça a été un match défensif. Alors, on va revenir un petit peu sur celle des Rams. Raphaël, tu disais qu'il faut leur rendre hommage. On va quand même le faire un peu plus longuement. Jalen Ramsey a rendu la vie impossible à DK Metcalf, qui n'a pas pu être ciblé une seule fois sur les 3 premiers cartons et qui termine avec 2 réceptions. Aaron Donald n'a pas de sac, mais il y en a 6 pour ses coéquipiers. Et on sait évidemment qu'il libère des espaces pour tout le monde. Donc, clairement, ça a été un gros match défensif pour Los Angeles. On ne va pas jouer au jeu de les classer, etc. Mais c'est redevenu un vrai point fort, on le disait déjà ces dernières semaines, et ça va être le moteur de cette équipe. Celle de Seattle, donc on l'a dit, ça a été un peu mieux, même si Jared Goff, en effet, n'a pas été au meilleur, mais la défense a été meilleure. Jamal Adams a 2 sacs. Est-ce que ça repart petit à petit? Est-ce qu'il y a des signes encourageants? Ouais, oui, un peu quand même. En tout cas, non mais encore une fois, on sort de début de saison avec cette défense des Seahawks où c'est abyssal ce qu'on voit sur les semaines d'avant. Là, alors effectivement, Jared Goff, c'est pas la panacée, mais je suis obligé. Mais ouais, tu es obligé de leur reconnaître qu'il y a une dynamique un peu meilleure. Et effectivement, si tu peux avoir des
des têtes d'affiche qui se montrent un peu plus à chaque match, ça peut entraîner un truc. Il y a quand même enfin, il y a quand même des bons joueurs dans cette défense normalement, donc ça doit aller mieux et ce genre de match doit aussi leur redonner un peu confiance en eux-mêmes. Raphaël, bon, Jamal Adams s'assure pas la couverture, mais il assure le pass reste. rush. Ouais, Voilà. le pass rush et contre la course. Non, mais c'est là où je rejoins un peu Raoul, c'est que et c'est pour ça que je disais que je les vois pas décrocher non plus dans la course pour cette division, c'est que ils ont une défense qui jusque-là était absolument catastrophique, qui mine de rien depuis 2 semaines commence à montrer quelques signes de vie parce qu'il y a 2 semaines, par exemple, ils avaient enchaîné les sacs contre Buffalo. Alors ils n'avaient pas gagné, mais ils avaient enchaîné les sacs, montrant qu'il y avait un peu plus de pass rush que prévu. Là, tu as une prestation défensive un peu plus convaincante face pourtant à une équipe qui a des armes aériennes. Ils vont retrouver progressivement Chris Carson dans le jeu au sol. Je sais pas, je me dis qu'il y a quand même des éléments qui font que à peu de choses près, s'ils trouvent la bonne combinaison, notamment en défense, je reste pareil. J'ai du mal à croire que cette défense est aussi mauvaise que ça quand tu vois les noms. J'ai du mal à. Donc je me dis que ils sont pas largués, ils ont encore quelques espoirs de relancer toute cette dynamique défensive offensive et qui fait que s'ils la relancent, je les vois pas inférieurs aux 2 autres équipes devant eux. Tu sais qu'en plus, je regarde leur calendrier. La fin de calendrier, elle est quand même hyper favorable parce que tu as les Cardinals semaine prochaine, donc ça va être important. Mais après, c'est Eagles, Giants, Jets, Washington. Là, tu as des points et tu as des victoires à prendre et tu finis par Rams et 49ers et où là, tu as ton destin en main et c'est à eux à ce moment-là de continuer sur la lancée des 4 matchs d'avant pour aller prendre les Rams et derrière de battre les Niners. Et là, oui, effectivement, ils arriveront blindés en playoff et à ce moment-là, je ne peux pas les jouer. L'attaque des Rams, on l'a dit, 23 points, inquiétant ou pas, Raphaël? Je sais que Jared Ouais. Goff ne t'a pas plu. Moi je reste très inquiet par cette attaque des Rams qui, à mon sens, sous-performe par rapport au matos. Alors, en plus, mauvaise nouvelle, ils ont la perte d'Andrew Whitworth, leur left tackle. À voir comment ils le comblent sur plusieurs semaines, c'est quand même pas vraiment une bonne nouvelle pour le coup. Il était encore très très bon cette saison. Ouais, moi je suis inquiet par Goff parce que avec le matos qu'il a en termes de cible, c'est absolument pas, c'est clairement pas suffisant. Je pense que cette équipe-là, cette prestation qu'elle fait face aux Seahawks et à Russell Wilson ce week-end, avec un bon quarterback, je pense que les Rams gagnent ce match de 20-25 points. Enfin, sincèrement, je pense que actuellement cette équipe est trop limitée par Jared Goff. Donc, bon. Alors, on classe. NFC West, donnez-moi un classement. Tout le monde est à égalité. C'est le moment de faire des pronostics. Cardinals, Rams, Seahawks, c'est l'ordre actuel avec les tiebreakers. Dans quel ordre ça termine, Raphaël? Seahawks, Cardinals, Rams. Seahawks, Cardinals, Rams. Raoul? J'allais dire la même chose, mais pour l'amour du jeu, je vais dire Seahawks, Rams, Cardinals du coup. Alors attends, ah oui, t'as dit Raphaël, t'as dit les Rams en dernier. C'est super dur. Allez, Rams, Seahawks, Cardinals, soyons fous. Allez hop, comme ça il y en aura au moins un qui aura raison. On remarque peut-être pas. Bah, parce que t'as mis les Cardinals en 1, Raoul? Non, mais moi j'ai changé juste par rapport à Raphaël les deux derniers. On les respecte pas. Il y en a aucun qui a mis les Cardinals en 1 alors qu'ils sont leaders de la division au moment où on se parle. Ouais, Bon. mais c'est le manque d'expérience peut-être par rapport aux 2 autres. C'est vrai. Titans 17, Colts 34. C'était le match de jeudi. C'est rare qu'il apparaisse dans nos affiches, mais là, il fallait parce qu'il y a eu un changement important. Les Colts ont pris la tête de la division AFC Sud avec une victoire pleine contre Tennessee. Alors moi, j'en ai parlé un petit peu dans le fauteuil, messieurs, donc je vous laisse vraiment plus que jamais la parole. J'ai dit que je trouvais le match surtout révélateur des lacunes des Titans. Est-ce que vous êtes d'accord ou alors est-ce que vous êtes convaincu par les Colts? Raphaël? J'étais en train de réfléchir à ta question. Oui, sans doute peut-être plus révélateur des lacunes des Titans, notamment défensives, mais ça fait déjà quelques années, une défense qui prend pas énormément de yards forcément, mais qui a toujours un peu de mal à faire des big plays et à changer un peu le tournant du match. Donc ça, je continue à le retrouver et notamment. Alors, c'est jamais le plus simple d'avoir du pass rush face à la ligne offensive des Colts, mais là, encore une fois, c'est assez faible. Bon, tu me diras, je suis un peu dur. Il y a quand même 3 sacs sur ce match, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais bon, globalement, je trouve que c'est une défense qui a toujours un peu de mal à faire des big plays. Ça, je continue à le penser. Et ouais, l'attaque a pas carburé sur ce match. En même temps, elle a été tellement forte en ce début de saison. Bon. Je suis un peu mitigé sur ces Titans. Clairement. Et puis les équipes spéciales, parce que là, je m'adresse à Raoul, qui est un spécialiste du domaine avec les Chargers. Ah, ça,
Là, on a de la loose en équipe spéciale quand même, avec le punt bloqué pour un touchdown, tout ça. Ils sont dans un territoire très dangereux. Oui, et du coup, est-ce que ça met pas un peu, malheureusement pour lui, en exergue les limites de Ryan Tannehill quand tout doit reposer sur lui, dans la Ouais. mesure où il est pas beaucoup aidé par Derrick Henry et enfin, en tout cas moins que d'habitude. Derrick Henry ne fait que 100 yards, excusez-le. Et du coup, j'ai l'impression que quand tout roule, quand ça roule au sol en attaque, lui peut dérouler parce que du coup, les gens, Henry est un peu plus libre et donc tout le monde est un peu plus libre. Et à l'inverse, quand c'est Ryan Tannehill qui doit prendre les choses en main, ben, je suis moins convaincu. Donc effectivement, ça limite peut-être un peu. Je te trouve un peu dur, sachant qu'encore une fois, il y a vraiment un problème avec la défense parce qu'ils sont à 11 sacs, ils sont à égalité avec d'autres équipes, mais seuls les Jaguars font pire. Hein, sachez qu'à ce moment de la saison. Donc, quand tu veux sortir Patrick Mahomes des playoffs, vu que c'est quand même censé être leur objectif, hein, ils sont finalistes FC l'an dernier, donc leur but, ça va être d'essayer de sortir Patrick Mahomes. Sans pression, ça va être compliqué. Et sur les équipes spéciales, alors je regardais pas souvent, je vous avoue, les stats des kickers. Ah, c'est une catastrophe. Mais voilà, oui. ils sont à un superbe 12 sur 20. Ce qui fait un 60% de réussite. C'est la pire équipe de la ligue. Hein. Il y a même pas débat là-dessus. C'est très très loin. Et de mémoire, l'an dernier, ils avaient aussi une phase où ils avaient enchaîné des field goals ratés dans tous les matchs. Enfin, ils sont en vraie difficulté pour avoir un kicker fiable depuis l'an dernier quasiment. Ouais. Ouais, depuis qu'ils ont lâché Rob Bironas, non, grosso modo, il y a quelques années. C'est un peu ça. Les Colts, quand même, qu'on ne nous dise pas qu'on a méprisé les Colts, c'est qu'on a dit que c'était que la faute des autres. Est-ce que c'est une équipe complète avec une... Alors, ils ont une bonne défense. Ils ont une très bonne ligne. Mais est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu dépendants de leurs jeunes au niveau des playmakers offensifs? Parce que là, il y a bon match de Michael Pittman et Nyheim Hines. Et du coup, tout va. Oui, mais c'est déjà plus que ce que beaucoup d'équipes peuvent prétendre avoir, non? D'avoir des mecs fiables à chaque poste. Honnêtement, encore une fois, il y a plein d'équipes qui aimeraient bien avoir ça. Peut-être que ça manque un tout petit peu de profondeur. Et moi, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je parle des Colts, mais j'attends toujours de retrouver un T.Y. Hilton des années précédentes où il explosait, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça va pas arriver. Et ça m'inquiète pas, mais je suis un peu surpris. J'ai un peu peur que tu le retrouves pas, tu vois, Hilton. Je veux pas faire du jeunisme, mais est-ce qu'il n'a pas passé un peu l'âge où ça peut commencer à être la pente descendante? Il a 31 ans. Bon, Je pensais qu'il en avait encore en réserve. Ouais, mais tu vois, on en a vu d'autres glisser pour moins que ça. Donc, possible. Ça m'étonnerait pas. Après, encore une fois, hein, là, ils ont un Rivers dans un fauteuil. Dans un fauteuil, ils ont une bonne défense. Encore une fois, il reste quand même une très très bonne équipe, dans cette division. T.Y. Hilton, donc a priori, pente descendante ou pas, Raphaël, est-ce que tu penses que ces Colts sont dépendants de leurs jeunes joueurs et que T.Y. Hilton laisse un peu la main d'ailleurs à Pittman et à tout ça? Dépendant de leurs jeunes, je sais pas. En tout cas, ils en ont besoin, c'est sûr, parce que en dehors d'eux, on va dire qu'il ne reste plus, en tout cas en cible, en skill player, il ne restait plus que T.Y. Hilton, mais qui a l'air, comme vous le dites, de baisser un peu, de pas prendre le rythme, de baisser en niveau. En tout cas, clairement, il n'y a pas de connexion qui s'est créée avec Philip Rivers depuis son arrivée, ça c'est certain. Bon, je sais pas s'il est complètement foutu, hein, j'en suis pas encore persuadé, mais bon, c'est effectivement, ils ont besoin d'un peu de renouvellement à ce niveau-là, ouais. Et de profondeur, hein, c'est ce que je disais. Ouais. Favori de la division, du coup, maintenant, c'est Colts. Parce que là, ils ont fait une démonstration de force sur l'autre favori. Donc, je pense que la défense les met favoris, ouais. Ouais, la défense, par contre, il y a quand même un truc en attaque. Alors, je sais pas si ça fait qu'ils sont pas favoris ou non, mais il y a un truc qui m'embête, c'est qu'ils sont qu'à, et ça a encore été le problème sur ce match, ils ne sont qu'à 55% de réussite en red zone. Sur ce match de mémoire, ils font un 3 sur 6. Attention, parce que je pense qu'à force de ne pas finir ses actions par un touchdown dans la red zone, ça va se payer. Là, ça passe. Est-ce que ça passera toutes les semaines face aux Titans? Je suis pas certain non plus, donc attention quand même. Oui, et puis il va falloir en montrer, je trouve, en attaque face à des équipes qui auront peut-être un peu plus de pass rush quand même. Ça sera quand même la prochaine étape. Bon, après, ils sont quand même bien revenus dans cette saison et ils sont donc maintenant leaders de l'AFC Sud. Petite pause et on passe aux autres matchs.
actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les autres matchs de la semaine, et on commence tout de suite avec la rencontre entre les Patriots et les Ravens, 23-17 pour New England. C'est une des surprises quand même de la semaine. Les Ravens étaient logiquement favoris, mais ils continuent de caler en attaque. Est-ce qu'on entre vraiment dans la zone d'alarme, Raoul? Pour les Ravens, je sais pas. Je sais pas parce qu'ils sont quand même à 6-3 et que même si, on le répète depuis le début de l'année, il y a peut-être un manque cruel de cibles pour Lamar Jackson, il reste cette défense, il reste Lamar Jackson et le jeu au sol. Donc, c'est pas encore foutu pour eux. De toute façon, même avant, aujourd'hui, j'ai du mal à les imaginer battre les Chiefs. Ce match ne change pas ma vision là-dessus. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est le but ultime en AFC, ça va quand même être ça. Donc, je ne sais pas s'il faut s'alarmer plus que ça. Je pense surtout que là, ils sont tombés sur une équipe qui les a pris comme il fallait, avec le coach en face, en l'occurrence Bill Belichick, qui leur a un peu retourné le cerveau et ça a joué contre eux. Je ne crois pas que ce soit très représentatif du vrai niveau des Ravens. Raphaël, tu plaides l'accident de parcours aussi? Accident de parcours, non, je dirais pas. C'est pas ce que je dirais. Je suis peut-être comme toi, j'ai l'impression dans le ton dans ton intonation, qui est plus alarmé par le niveau de jeu. Effectivement, les récentes déclarations de Lamar Jackson sur le fait qu'il trouvait pas de solution m'inquiètent un peu. T'as un jeu qui est effectivement de plus en plus prévisible parce qu'en fait, pour moi, la clé du problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à développer le jeu de passe comme ils auraient dû le faire. Après une année où ils ont tout écrasé au sol, la cerise sur le gâteau cette année, ça aurait dû être de développer le jeu aérien avec Marquise Brown, avec Andrews qui prenait plus d'espace au poste de tight end, tout ça. Or, pour le moment, c'est absolument pas le cas. Ils n'ont pas amélioré, ils n'ont pas significativement amélioré leur jeu aérien, voire il n'a pas progressé. Et je pense que c'est là toute la clé de l'équation. C'est que tant que leur jeu aérien ne progresse pas, forcément le jeu au sol est un peu plus prévisible que l'an dernier, moins fort. Donc si tu ne compenses pas dans l'aérien à l'image de ce que font, j'ai envie de dire presque les Bills, finalement, où les Bills ont progressé dans l'aérien et ça permet de combler une régression au sol. Baltimore pour le moment ne trouve pas la clé et donc moi aussi je commence à être un peu inquiet pas pour les playoffs, ils y seront, mais inquiet pour ce à quoi ils veulent prétendre en playoffs, qui me semble être le titre. Donc clairement. C'est ça. Moi, dans cette perspective-là, c'est quand même un peu embêtant. Ça manque de cible, ça devient prévisible. C'est un vrai problème. Après, sur ce match-là, il y a l'absence de Calais Campbell et la blessure de Brandon Williams qui n'aident pas en défense. Ils se sont fait marcher dessus. Il y a 173 yards au sol de New England. Mais je veux dire, toutes les équipes ont des fois des petits coups de mou en défense. Et le problème de cette attaque de Baltimore, c'est qu'elle est complètement incapable de revenir dans des matchs où ils sont menés, puisque c'est encore le cas. Ils sont un peu menés et ils ne vont jamais chercher la remontée. Après, voilà, encore une fois, oui, moi je suis alarmé aussi. Je l'ai mis dans les leçons de la semaine sur le site. Donc ça reste à surveiller, mais ils sont en train de s'enfoncer quand même dans quelque chose de prévisible et compliqué en attaque, même si évidemment il y a des semaines où ça passera, parce qu'il y a quand même de telles forces que ça passera. Et comme tu disais, Raphaël, ça devrait être en play-off. Mais voilà, c'est assez problématique. En plus, encore une fois, ils perdent en prenant 23 points. C'est pas comme s'il avait fallu en marquer 30 pour gagner. Là, ils calent à 17 points. Oui, il y a un énorme travail défensif des Patriots, mais c'est pas non plus la défense la plus fournie. Je me demande même, Stéphane Gilmore jouait pas en plus, je crois, sur ce match. Donc Jesse Jackson arrête plus d'intercepter tout le monde, mais bon, quand même. Du côté des Patriots, ça continue de bien bricoler. Beaucoup de jeux au sol. Trick play avec une passe de Jacoby Myers pour le touchdown de Rex Burkhead. Celui-là, il va avoir une grosse cote. C'est vraiment de la survie sur le coaching du côté de New England pour le coup. Ouais, un peu. Et puis, ça repose sur 2-3 actions un peu comme ça. Après, tant mieux pour eux parce que je pense que cette année, ils savent qu'ils iront probablement pas au bout. Donc là, l'important, je pense que c'est de se rassurer comme ils peuvent et de se prouver qu'ils ont encore les capacités pour embêter des grosses équipes comme Baltimore. Raphaël, c'est juste un trouble fait, New England? Ou ça joue les playoffs?
Je pense, techniquement, ils sont pas encore éliminés de la course au play-off, de la 7e Non, place. non. Mais bon, s'ils y arrivent. Après tout, avec une série, une main un peu chaude, une défense qui retrouve Gilmore, qui est un peu plus lockdown comme l'an dernier, un jeu au sol qui s'établit définitivement et totalement comme la force première de cette équipe pour la faire avancer. On en a vu des équipes se qualifier en AFC avec pas beaucoup plus. Donc, C'est vrai. moi, je pense que c'est pas totalement mort. Ça va dépendre le tournant que prend leur saison, peut-être notamment dans les confrontations dans la division et s'ils sont capables d'aller en prendre aux Dolphins et aux Bills dans les dernières semaines. Ouais. Bon, après, il y a un calendrier qui est Texans, Cardinals, Chargers, Rams, Dolphins, Bills, Jets. Tu vois, ouais, c'est pas. Enfin, ils sont pas favoris de la plupart, pas forcément favoris dans la plupart de ces matchs, mais ils sont pas perdants de manière significative, à mon sens. C'est vrai. En dehors peut-être du Cardinals à l'heure actuelle, tu vois. Les Dolphins, justement, 29, Chargers 21, Miami qui continue de lutter pour les playoffs avec une nouvelle performance très complète, un punt bloqué, une interception, une défense qui a généralement bien contenu Justin Herbert. Raoul, il a été un peu calmé quand même là, le rookie. Ouais, il est calmé parce que tu le dis, cette défense, je pense, est encore d'un niveau un peu trop fort pour lui et pour sa jeune expérience, c'est normal. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais pas convaincu par le coaching d'Anthony Lynn? Je ne me souviens pas. Je crois qu'on en a parlé. Je l'ai mentionné, hein. Ouais. Bon, voilà, il y a ça aussi, je pense. Je pense que malheureusement, il faut vraiment commencer à arriver à faire quelque chose. Voilà, je veux pas casser du sucre sur l'ambulance, je sais plus comment on dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, là, ça commence à se voir vraiment semaine après semaine. Il n'y a pas grand chose qui est apporté en termes d'innovation offensive, alors que pourtant, tu as du matos. Il y a peu d'équipes qui ont des receveurs comme Keenan Allen et Mike Williams. Ce qu'on voit sur le jeu au sol, c'est quand même hyper intéressant. Et Justin Herbert, malgré cette mauvaise performance et les peu de victoires qu'il a jusqu'à maintenant, on sent quand même un potentiel énorme pour les saisons à venir et tant mieux. Mais maintenant, il faut l'exploiter, quoi. Il faut arrêter de se contenter de courir au centre et de faire des. Bon, bref, voilà. Oui, il paraît que même voilà. défensivement, ils ont un peu de matos du côté de. Mais oui, non, mais pardon, Angeles. je me suis concentré que sur l'attaque. Et puis, il va falloir aussi remettre un peu les équipes spéciales. Il va falloir mettre du plomb dans la tête parce que chaque semaine, il y a un truc qui va pas. Au bout d'un moment, tu peux pas gagner des matchs avec une erreur aussi grosse à chaque fois. Raphaël, un mot sur les Chargers ou est-ce qu'on passe tout de suite à Tua Tagovailoa? On peut passer tout de suite sur les Dolphins. Moi, je serais plus Oui. parti sur la défense pour le coup quand même, parce que pour insister, je trouve que on a un Justin Herbert qui juste là avait fait vraiment beaucoup de belles prestations à la suite, et là il est tombé sur une équipe qui l'a complètement tétanisé, j'ai presque envie de dire, qui l'a dérouté totalement. On a vu des snaps où tu avais 8 défenseurs, mais du backfield, un mélange 8 cornerback safety en même temps sur le terrain et juste 3 rushers pour aller l'embêter. Tu as pas mal de snaps aussi, on voit. Alors, je n'ai pas la traduction en français du terme, mais où la ligne défensive n'est pas dans un style un peu classique où les mecs ont tendance à être presque accroupis pour aller rusher, où les mecs restent debout et changent en permanence de position, restent en mouvement pour déstabiliser, pour que le quarterback ait du mal à savoir qui va aller blitzer, qui va reculer. Enfin, j'ai trouvé que c'était un plan de jeu hyper qualité de la part de Brian Flores. Et à mon sens, lui, il est en train de, avec sa défense, s'il maintient le rythme, il est en train de se rapprocher d'un petit titre. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que du coup, on se serait trompé et que le cerveau défensif des Patriots, c'était Brian Flores et pas Matt Patricia? Ça pourrait l'être. Ah non, mais alors en fait c'est peut-être pas enfin c'est difficile aussi, je pense, de juger entre quand t'es coordinateur défensif sous Belichick et quand t'es tout seul. Je pense que Flores est plus visiblement Flores a peut-être plus compris comment le faire comprendre à ses joueurs. C'est ça. A peut-être plus pris l'instinct pédagogue que Matt Patricia, visiblement, parce qu'en plus les rumeurs de pédagogie de Matt Patricia qui circulent sont incroyables. Donc visiblement, Flores arrive à faire passer le message, ce qui est une énorme qualité. Moi, je dis juste ça, c'est coach défensif sorti de New England qui prend une équipe. Il y en a un qui a une défense, l'autre qui n'en a pas. Bon, voilà, c'est juste ça. C'est sûr. Par contre, en très bref, Raphaël, c'est quoi les rumeurs folles sur Patricia? Parce que tu peux pas teaser comme ça. Il y a sur l'entente avec ses joueurs, il y en a pas mal visiblement qui pensait que l'an dernier il allait être viré, qui avait commencé à sabrer le champagne dans le vestiaire en pensant qu'il allait être viré. J'ai vu passer des trucs comme ça aussi avec quand tu une vidéo de Cam Newton qui leur a été montrée avec Patricia qui leur dit
regardez, ça c'est mauvais, et les mecs qui étaient là, non mais c'est cool. Enfin, bref, visiblement, ça a l'air de pas passer du tout. D'accord. Bon. On parlera des Lions un peu plus tard. Bon, Tua Tagovailoa, c'était 15 sur 25, 169 yards, 2 touchdowns. Il continue à être bien géré par les Dolphins. Oui. John Gailey, son coordinateur offensif d'ailleurs, qui le met dans le bain petit à petit. Ouais, il commence à montrer son potentiel. Il y a une passe notamment là en sortie de poche où il sort de la poche pour Mike Gesicki, où il balance en profondeur. Enfin, tu sens que le bonhomme a sans doute un peu de talent, ouais. Raiders 37, Broncos 12. Les Raiders n'avaient volé que 5 ballons avant ce match. C'était le plus petit total de la NFL. Grâce à Denver, ils sont désormais à 10. Un match très chaotique pour les Broncos, notamment 4 interceptions de Drew Lock. Raphaël, je crois que tu en as vu assez avec lui. Oui. Je vais reprendre ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, je sais que Drew Lock n'a pas joué tant de matchs que ça, mais j'ai vu beaucoup trop de choses mauvaises pour me dire qu'un jour il sera un quarterback décent. Donc sincèrement, là, c'est catastrophique. Et comme je crois que tu l'as aussi mis dans les leçons, ou je sais plus, mais ou dans un des derniers résumés, mais il comble. En plus, ses stats sont fausses parce qu'il comble dans le dernier quart-temps en bombardant, mais en vrai, jusqu'au 4e quart-temps, c'est absolument affreux. Son équipe est derrière au score. Enfin, je pense vraiment que Denver doit réfléchir à une autre solution. Enfin, Bon, ils ont rien derrière, hein, donc ils vont tester jusqu'à la fin de l'année, mais au moins ils seront fixés. Raoul, est-ce que tu es déjà fixé ou est-ce que tu attends la fin de l'année? Comme Raphaël, je suis fixé. Et le pire, c'est que même en disant dans le dernier quart-temps, il gonfle ses stats, elles restent franchement pas extraordinaires. Donc, sans ça, c'est encore pire. C'est dommage pour les Broncos dans la mesure où il y avait peut-être de quoi faire, notamment au niveau du corps de receveur. Donc, ça attendra un an. Et c'est juste pour finir, c'est difficile pour cette jeune génération de quarterbacks style Drew Lock, Daniel Jones, Darnold, qui sont en train de se prendre par miroir tout le potentiel qu'ont l'air de montrer des Herbert, des Burrow, des Tagovailoa rapidement. Ouais. Et du coup, par effet de comparaison, tu as l'impression que ces mecs-là, au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, sont complètement nazes. Parce que tu as des petits jeunes qui, en 5-6 matchs, sont en train où tu les vois, tu fais « Ah, attends, en fait, là, il y a quelque chose, quoi. » C'est vrai que Herbert et Bureau notamment font vraiment pas du bien aux autres. 203 yards au sol pour les Raiders, défense opportuniste, pas mal de pression. C'était une bonne soirée. Il y a des receveurs qui ont eu les mains glissantes en plus, qui ont coûté quelques statistiques à Derek Carr, mais ils ont l'air de plus en plus à l'aise dans ce qu'ils font, ces Raiders. Il n'y a presque pas grand-chose à rajouter par rapport aux dernières sorties où ils gagnent. Ils sont vraiment dans une sorte de continuité solide, quoi. Solide. Jeu au sol, physique, jeu au Non, sol, performant, défense agressive, c'est très bien. Ouais, Raoul a résumé, c'est un plan de jeu un peu années 90, début des années 2000, hein, mais c'est old school. Tant que ça marche, et clairement, pour le coup, on parlait de coach, Gruden a l'air de vraiment être suivi par ses joueurs et de vraiment faire passer d'avoir créé un collectif. Donc ça marche, c'est solide, ça se bat les uns pour les autres. Et de temps en temps, ils se permettent de plus en plus de lâcher une petite cerise sur le gâteau avec Derek Carr qui joue un peu plus en profondeur que par le passé. C'est, à mon avis, c'est assez solide pour aller en play-off cette saison. Ouais. Moi, je l'annonce, hein. C'était ma hype. Si ça va en play-off, je présente la première émission des play-offs, le premier fauteuil avec un maillot de Josh Jacobs. Brandon, c'est le plus ancien. Josh Jacobs, et c'est le maillot à gagner. Alors, je dis ça. Peut-être un maillot à gagner. Steelers 36, Bengals 10, 0 sur 13 pour les Bengals en troisième tentative, 9 punts, 21 pressions sur Joe Burrow. A priori, la défense de Pittsburgh a dominé un petit peu. Et en plus, Ben Roethlisberger sur un gros match avec 4 touchdowns à la passe. Donc là, c'était quand même du domaine de la démonstration de force, on va dire, pour la dernière équipe invaincue de la Ligue, qui est Pittsburgh, pardon, avec encore une fois une victoire là, nette et sans bavure. Ouais, c'était net, sans bavure, comme tu l'as dit. C'est même un peu dommage pour les Bengals qui avaient fait une dernière bonne sortie avant la bye week et qui là peut-être se rend compte à nouveau de la montagne qu'il y a à franchir, à quel point ils sont pas forcément prêts pour tout de suite. Et après, oui, les Steelers, ça déroule sur leur point fort pour le moment, quoi. C'est très costaud. Raoul, toujours aussi fort. Oui, et il faut pas que les Bengals et leurs fans soient inquiets. Je pense que ce résultat est tout à fait normal. Il y a eu des bonnes choses qui ont été prouvées. Joe Burrow est pas catastrophique en plus sur ce match. Donc franchement, voilà.
il est moins bon en deuxième mi-temps, mais après s'être un peu tordu la cheville. Bah oui, et puis Donc, quand Et t'es après mené, avoir pris des marées en permanence sur ouais. chaque snap, quoi. Il y a un moment. et t'es mené 22-7 à la mi-temps, tu te dis que c'est reparti pour une demi-heure, c'est normal. Non mais C'est c'est pas normal. C'est Donc franchement, cette équipe des Bengals, ouais, pour eux, je vois un futur bien plus radieux que ça. Et les Steelers seront pas toujours aussi forts. Il leur arrive de manquer des matchs. Celui-ci n'est pas un match manqué, c'est sûr. Browns 10, Texans 7, c'est un vilain match, mais c'est toujours la course au playoff. 231 yards au sol pour les Browns. Quand Nick Chubb est là, ça change quand même tout ou une bonne partie pour cette équipe de Cleveland. Vous êtes tous les deux à lever les yeux, à faire des grands yeux quand je dis que ça change tout avec Nick Chubb. Bon, clairement, c'est pas la même équipe. Bon, après, Raphaël, ça reste pas très impressionnant quand même sur le score global, hein. Oui, non, mais c'est sûr, c'est un peu les verres vides, verre à moitié vide, verre à moitié plein. C'est que Nick Chubb fait beaucoup de bien à cette attaque parce qu'il a une vraie, il apporte de la stabilité dans le jeu, il fait avancer le ballon. On l'a encore vu sur sa course qui aurait pu finir sur un touchdown en fin de match et permettre d'avoir un écart un peu plus grand. Et lui s'arrête, sort en touche pour que la fin du match soit sifflée, quoi. Lui. Donc, en tout cas, il apporte ça. Après, effectivement, si on regarde de l'autre côté, c'est que malgré cet apport offensif de Nick Chubb, ça reste compliqué dans le jeu global en attaque. En red zone, ils ont un peu de mal, un peu. Et puis Baker Mayfield, bon, c'est un peu compliqué quand même, hein. Malheureusement, je sais pas trop quoi dire d'autre parce que ça se voit juste en fait. C'est une défense des Texans en plus qui est pas bonne. Donc Oui, bon. oui, non, mais Baker Mayfield est à 12 sur 20 pour 132 yards sur ce match. Donc, Baker Mayfield a gagné. Alors, j'allais dire pas moins, parce que j'allais dire il a gagné moins de yards que Nick Chubb, mais si on cumule avec les yards. Non, il n'a pas de yards à la réception, j'essayais de feinter. Mais bon, 126 yards au sol pour Nick Chubb, 132 yards à la passe pour Baker Mayfield. En effet, c'est pas tout à fait l'équilibre des forces habituelles en NFL actuellement. Mais après, ça gagne et ça fait 6 victoires, 3 défaites. Et il y a une bonne défense. Parce que mine de rien, bon, Deshaun Watson est limité à 163 yards à la passe et un touchdown. Il arrive toujours à trouver des solutions d'habitude de Deshaun Watson. Au moins, Cleveland peut se reposer sur sa défense et son jeu au sol, Raoul. C'est déjà ça. Oui, maintenant, là, on commence à arriver dans la période de la saison où on voit plus que gagner des matchs de saison régulière. Et de ce qu'on voit, oui, Nick Chubb et Kareem Hunt au sol, ça va fonctionner, mais est-ce que ça va suffire? J'ai du mal à l'imaginer. C'est honnête, et honnêtement, je comprends que les Browns s'en satisfassent parce qu'ils viennent de tellement loin historiquement. Ouais. Oui. Donc franchement, aussi, je comprends tout à fait et je veux bien croire que ce soit une vraie performance, enfin une vraie amélioration en tout cas. Maintenant, bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus exceptionnel. Cette défense, elle est forte, mais moi aujourd'hui, je sais pas si je la place dans les top défenses de la NFL, peut-être plus de l'AFC déjà. Bon, c'est très bien, tant mieux pour eux. Il y a une progression. Je pense pas non plus que ça aille au bout. Faut peut-être pas exagérer. Du côté de Houston, la souffrance continue. Je pense que le bout, c'est vraiment pas le but de Cleveland cette année. C'est déjà de retrouver les playoffs, ce qui serait pour cette équipe après l'enfer des une victoire en 2 ans d'il y a peu de temps, ce qui serait déjà beau. Pas mal. C'est vrai. On est d'accord. C'est vrai. On est d'accord. Et on rappelle aussi quand même que ce match se jouait dans des conditions climatiques assez difficiles, ce qui a pu jouer pour les deux équipes. Ouais, puis alors du coup, je vais pas être très optimiste sur Cleveland, mais oublions pas, c'est le genre de match que Cleveland ne gagnait jamais ces 10 dernières années. Enfin, un match comme ça, sincèrement. Au moins, ils ont fait le minimum vital pour se tenir à la fin, ce qui est déjà quand même pas mal. Giants 27, Eagles 17. C'était un match très important dans la division NFC Est. Les Giants sont donc désormais une équipe plus sérieuse que les Eagles, parce que, alors c'est un miracle, officiellement, les deux équipes n'ont pas perdu de ballon. C'est pas faute d'avoir essayé du côté de Philadelphie, puisqu'il y a 3 fumbles qu'ils ont recouverts eux-mêmes. Philadelphie qui est à 0 sur 9 en 3e tentative, 11 pénalités, beaucoup de pression sur Carson Wentz. Alors, on a souvent dit, ils valent mieux que ça, il y a les blessures, ils vont se reprendre. Est-ce que finalement, ils valent pas juste ça? C'est-à-dire que c'est une équipe brouillonne, pas très bonne, avec un quarterback dont on ne sait plus vraiment s'il est surmené ou s'il lui-même se surmène. Je veux pas faire le rageux, mais moi j'ai toujours eu ça. Honnêtement, non mais c'est vrai. Cette équipe des Eagles, elle m'a jamais beaucoup inspiré. Même l'année où ils vont au bout, j'étais surpris à chaque match qu'ils continuent d'avancer. Et ouais, Carson Wentz, moi je sais pas.
Encore une fois, j'entendrais qu'on me dise que c'est parce que j'ai rien avec cette équipe ou quoi, mais il m'a jamais inspiré grand-chose, quoi. Et du Non, coup, mais je après, suis pas c'est vrai surpris que aujourd'hui. Voilà. c'est vrai que je peux même entendre l'argument de leur run au Super Bowl, c'est un coup de chaud. Et en dehors de ça, c'est vrai que c'est une équipe ultra irrégulière. Et c'est un coup de chaud très défensif en plus à l'époque. Donc voilà. Hein, Sauf le Super Bowl, où ça attaque dans tous les sens. D'accord. Mais c'était Nick Foles. C'est vrai. Raphaël, coup de chaud ou pas coup de chaud? Est-ce que cette équipe, elle est ce qu'elle vaut là? Et voilà. En tout cas, elle s'en rapproche forcément. Il y a un moment, quand t'en arrives à 8 matchs dans la saison ou 9 matchs où tu n'as pas fait. Enfin, tu as des victoires parce que tu tombes sur des équipes plus mauvaises que toi, mais tu n'as fait aucun vrai bon match. Bah forcément, oui. Enfin, c'est ce que tu vaux. Il y a manifestement, pour moi, c'est assez quand même flagrant qu'il y a un problème de coaching. Enfin, les coachs ne trouvent aucune solution. Carson Wentz est en totale difficulté. Je suis un peu étonné, moi, sincèrement. Je vais pas faire le. Enfin, j'en attendais plus de cette équipe des Eagles. Je les pensais vraiment un peu meilleure que ça. Donc, je suis assez surpris et du coup, j'ai du mal à me l'expliquer. Je sais pas. Non, mais tu mets toutes les blessures, tu mets un coaching staff qui a en effet du mal à retrouver des solutions, et ça fait quand même pas mal de choses, pas mal de joueurs vieillissants, donc il y a des baisses de Vence forme. qui a régressé, c'est certain. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est l'impact aussi de ne pas avoir eu de solutions qui lui ont été proposées, de ne pas avoir eu de cible pendant un moment qu'on fait qu'il a régressé? Enfin, il y a une conjugaison de plein de choses, mais il se trouve qu'on dirait maintenant que cette équipe est moins bonne que les Giants, ce qui est quand même pas un truc qu'on imaginait dire au début de la saison. Mais au final, ils ont joué des Giants qui ont été sérieux, qui n'ont pas perdu de ballon, qui défendent dur et qui ont même maintenant un Daniel Jones qui va chercher des gains au sol et qui s'arrache un peu. Et ils font même une petite réception. Et qui perd pas de ballon. Voilà, une petite passe longue de temps en temps. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que si Daniel Jones, on va pas dire ne perd pas de ballon, mais limite les pertes de balles, les Giants maintenant sont pas les favoris de cette division, quoi? Ah bah si on se base sur ce match, oui. Maintenant, toi-même, tu sais que à tout moment, ça repart dans tous les sens et qu'il perd 5 ballons au prochain match et qu'il tombe tout seul dans la end zone adverse, dans sa end zone. Moi, je veux plus me lancer dans les pronos sur la NFC. Ça me donne des maux de crâne. Ceci étant dit, Andy Dalton revient aux Cowboys. S'ils gagnent 2 matchs, ils sont en tête de la division, hein. Très largement. Ouais, enfin, le Dalton qu'on a vu, son seul match, tu m'excuseras. Non, je sais, mais je jure plus de rien. Ça faisait pas avancer grand-chose. Hein. Je sais, mais tu vois, il a plein de cibles. Il a Ezekiel Elliott. Si Mike McCarthy a un coup de chaud de 3 matchs, ça peut les faire remonter devant eux. Oui. Après, sur la dynamique actuelle, quelqu'un qui verrait les Giants capables d'aller titiller jusqu'à la fin de saison la tête de division, ça me semble pas incohérent pour le coup. On l'a dit la semaine dernière, ils ont ce qui a l'air d'être la meilleure défense. Ouais. Là, ils l'ont prouvé, du coup. Voilà, ils l'ont prouvé. À partir du moment où Daniel Jones ne perd plus de ballon, ça fait 2 matchs de suite. Alors, clairement, 2 matchs de suite, ça paraît ridicule, mais en vrai, il en avait pas fait sans en perdre. Il en avait fait qu'un en 25, je sais plus combien, en 18. Là, il en perd pas pendant 2 matchs. La ligne offensive est mieux, faut le dire aussi. Elle ouvre des brèches pour le jeu au sol, elle protège mieux Daniel Jones. Moi, je trouve que progressivement, ouais, j'aurais tendance à les voir favoris. Ouais. C'est incroyable. Imagine s'ils avaient Saquon Barkley en plus. Ça aurait été pas mal. Oui. Ça aurait été pas mal. Bon, les Panthers 23, Buccaneers 46. On s'en doutait quand même pas mal. Les Buccaneers n'allaient pas se faire ratatiner toutes les semaines comme contre les Saints. Donc là, ils ont déroulé 46 points, plus de 500 yards. Et la nouveauté, c'est que c'était grâce au sol. Alors, 210 yards, dont une course de 98 yards, hein, quand même. Ça fait un peu, ouais. Donc, Ronald Jones a pris le pouvoir. Bon, ils montrent encore une fois qu'ils sont très complets, malgré quelques petites imprécisions en profondeur de Tom Brady. Il y a quelques passes qui ont laissé. Alors, la fiche est belle, 341 yards, 3 touchdowns, c'est impeccable. Il a forcé à mort sur Mike Evans, il a ciblé 11 fois pour 6 réceptions. Mais voilà, ils ont remontré qu'ils sont ultra complets. Je pense que là, c'est juste une mise au point en fait, des Buccaneers, Raoul. Oui, c'est le cas et d'autant plus que le début de match où les Panthers tiennent à peu près, tu te dis peut-être qu'ils peuvent les embêter un peu et très vite en fait au retour des vestiaires la vérité se rétablit rapidement et derrière tu revois plus les Buccaneers.
et je pense que c'est ça le truc qu'il faut retenir avec eux, c'est que ils sont capables de jouer un match complet. Ce qui est le cas de peu d'équipes aujourd'hui en NFL, j'ai l'impression, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, c'est évidemment un gros favori en NFC et peut-être même au général. Raphaël, Teddy Bridgewater qui sort sur blessure, mais ça devrait aller. Christian McCaffrey qui pourrait revenir. Bon, là, la marche est un peu haute pour eux. On sent vraiment que... je trouve que leur niveau en fait est bien reflété dans ce match. C'est une équipe accrocheuse qui s'est bien battue quasiment presque toute la première mi-temps parce qu'il y a il y a une défense qui arrive à faire quelques jeux intéressants, et une attaque qui arrive aussi un peu à avancer de temps en temps. Mais malgré tout, c'est encore trop court à l'heure actuelle. Et je trouve que le scénario de ce match reflète vraiment le niveau de cette équipe de Carolina, qui est encore trop courte et qui doit progresser un peu partout. Mais bon. On passe aux Saints 27, 49ers 13. Drew Brees est sorti avec une blessure aux côtes. Finalement, c'est un pneumothorax et 5 côtes cassées. J'ai bien le compte. J'espère que je ne dis pas une bêtise sur le nombre de côtes. Je crois qu'il y en a 5. Donc, il va être absent plusieurs semaines a priori, on n'a pas encore le délai exact, on vous invite à aller voir sur le site pour les précisions quand ça va retomber. La défense a pris le relais, 8 quarterback hits, 2 sacs, 9 passes défendues, 1 interception. Avant de parler de l'attaque, parce qu'évidemment c'est le gros sujet, mais on va prendre le contre-pied en commençant par la défense. La montée en puissance de la défense des Saints, c'est quand même le fait marquant de ces dernières semaines. Alors oui, il n'y a pas grand monde en face, c'est encore Nick Mullens, il y a toujours un camion de blessés, etc. Mais la défense des Saints monte en puissance. Oui, et tant mieux, parce que elle n'aurait pas tenu ce rythme-là en play-off. Effectivement, les Nick Mullens, c'est peut-être plus facile pour eux que s'il y avait eu l'armada complète des 49ers, mais c'est le genre de truc, tu vois, semaine 10, c'est peut-être le moment de commencer à arriver à lancer une dynamique qui leur sert en fin de saison. Ouais. Raphaël, cette défense, elle te rassure ? Oui, elle rassure. Après, elle m'a quand même plus rassuré la semaine dernière avec la démonstration face à Tampa Bay que cette semaine. Elle est encore plus. Ouais. T'as vu, je dis les Patriots, je pense à Tom Brady. Bah oui, bien sûr. Ouais, je vois ça. Ouais. Elle est encore plus indicative et celle de la semaine dernière. Là, ils se font un peu surprendre au tout début de match. Ils se prennent un touchdown et puis après, derrière, ça ferme. Ouais. Et donc, ça monte en régime et ça monte surtout en régime au niveau de Marshon Lattimore et Janoris Jenkins. C'est ce qui était le plus important au final parce que leur défense contre la course et leur front seven, globalement, était correct jusque-là. C'était dans les airs qui prenaient cher. Donc là, si eux se mettent enfin à jouer, c'est de bon augure pour la suite. Ouais. Alors, passons au sujet majeur. Drew Brees est sorti. Son équipe menait 17-10 à la pause. Ensuite, on a eu majoritairement Jameis Winston et une série de Taysom Hill, où Taysom Hill n'a fait que courir. Il n'a pas lancé une seule passe. Aujourd'hui, Sean Payton a dit qu'il ne voulait pas annoncer son titulaire, qu'il l'annoncerait en fin de semaine. Jameis Winston, c'était un 6 sur 10, 63 yards. Je ne l'ai pas dit. Ils lui ont fait lancer que 2 passes de plus de 11 yards. Ils ne sont pas fous. Bon, a priori, c'est censé être Jameis Winston quand même, le quarterback remplaçant. Bah, ce serait logique en vrai. Taysom Hill, je pense que la série de Taysom Hill, c'est pour voir ce que ça donne. Genre, tiens, si on essayait, j'imagine assez bien Sean Payton faire ce genre de truc. Tiens, la prochaine, on va mettre que Taysom Hill, on va faire que courir, ça va être bien. Et oui, logiquement, Jameis Winston est un vrai quarterback. Aujourd'hui, tu mets Jameis Winston titulaire. Enfin, ça me paraît très difficilement défendable de faire l'inverse. Raphaël, à tes expressions de visage, je ne savais pas si tu étais d'accord ou pas, du coup. Ouais, ma caméra n'est pas de très bonne qualité, du coup, on ne s'en rend pas bien compte. Mais... non, mais pour moi, il y a zéro débat. C'est Jameis Winston, le quarterback. Peut-être que Taysom Hill aura un peu plus de ballons avec Winston en quarterback et peut-être qu'ils vont faire un peu plus de trick play en laissant Hill lancer la balle. Ça, c'est possible. Mais pour moi, il y a zéro débat. Et rien que le fait que d'ailleurs, quand Taysom Hill rentre, ce ne soit que des courses, alors que Winston, tu le fasses passer. Enfin, le but, c'est pas de faire courir Winston. Hein. Alors, je spoil du coup l'émission de jeudi, mais Jameis Winston, vous faites partie des gens qui croient qu'il va ressusciter sa carrière, que ça va être une belle histoire, qu'il va les emmener au Super Bowl. Ça serait dingue. Ça serait hyper drôle, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. T'imagines Winston qui gagne le Super Bowl à Tampa Bay avec le rival Saints et qui balance un gros W léché sur l'écran en plein Super. Moi, j'achète. Hein. alors t'achètes, mais est-ce que ça a une chance d'arriver ? Voilà. Merci. Non, après, ceci étant, je pense que vu les skill players qu'il y a dans cette équipe, vu la défense, je pense que les Saints vont gagner des matchs avec Winston. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Oui, Franchement, je crois que j'étais plus rassuré quand ils ont mis Teddy Bridgewater l'an dernier que Winston là. Ouais.
Parce que Winston, moi je veux bien qu'on me vende, oui, mais là il y a Sean Payton, oui, mais c'est différent, etc. Ça reste un joueur qui voit jamais les linebackers en couverture. Il et s'est qui fait va opérer se des faire- yeux depuis l'an Ouais, dernier. mais Bah ouais, mais. non, mais voilà, il se fait toujours prendre sur les mêmes erreurs. Pendant 4 ans, il a fait les mêmes erreurs où il ne voyait pas les mecs dans les zones intermédiaires. Regarde Tannehill. C'était pas le même degré Ah, d'erreur. il faisait pas, ouais, c'était pas des erreurs aussi flagrantes. Ouais, c'était pas des bêtises aussi énormes. en fait. Ouais, je sais pas. Non, mais moi, j'essaye pas de vous faire croire que le mec va être un grand quarterback après. Mais je pense qu'il peut épurer son jeu. Je pense qu'il peut épurer son jeu avec un game plan un peu plus travaillé de la part de Payton que ce qu'il avait à Tampa. Oui, Donc, mais- moi, je serais pas étonné qu'il fasse mieux. Après, tu auras plus de spectacles qu'avec Bridgewater. Oui, ah bah Oui. ça oui. Ah, ça. Mais, ça, mais voilà. pour moi, il y a zéro chance qu'il les emmène loin. S'ils se retrouvaient par miracle à la tête de l'équipe en playoff, ils vont pas au bout. Hein. Enfin, Ah non. c'est pas possible. Et pour citer, je crois que c'était Laurent Ciara, un dauphin, t'en fais pas un requin, à mon avis. Donc, Ouais. t'as jamais vu cette conf de presse, Raphaël? Non, ça me dit rien là comme ça. Je t'enverrai le lien. C'est Ok. une des plus belles conférences de presse que tu verras de ta vie. Packers 24, Jaguars 20. Ça devait être un match facile pour Green Bay. Ça n'a pas été vraiment le cas, notamment parce qu'ils se sont fait marcher dessus encore une fois. La ligne offensive de Jacksonville a dominé. James Robinson a gagné son 9 yards de sol. Ils ont un moyen de régler ça un peu, les Packers, pour moins se faire marcher dessus, parce que là, c'était les Jaguars. Il y aura d'autres équipes qui vont tenter de faire ça en playoff, a priori, s'ils les jouent. Vous grimacez tous les deux. Mais non, mais Bah, il y a toujours des solutions, c'est de faire mieux. Enfin, je vois pas bien, quoi. C'est sûr que là, en semaine 9 d'une saison où tu peux plus faire de transferts, etc., je pose la question parce que ça peut être maintenant rédhibitoire. Ils ont un coach qui n'a pas l'air de s'ajuster beaucoup, puisqu'il l'aurait déjà fait depuis l'année dernière. Ouais, c'est que de l'interne. L'an dernier, c'est à cause de leur défense au sol qu'ils se font sortir des playoffs face aux 49ers où ils se font découper comme pas permis. Cette saison, déjà, les matchs qu'ils ont perdus, c'était en partie à cause de ça, en partie à cause de la défense au sol. Ça recommence où ils se font mettre en difficulté là-dessus. Clairement, c'est un de leurs facteurs X. À chaque fois, quand on fait nos fiches d'avant-saison pour les équipes en play-off, je pense que le facteur X de Green Bay en play-off, ça sera sa défense au sol. Ouais, donc clairement problématique. Raoul, les exploits de Jack Luton, ou presque exploits, puisque donc il a tenu jusqu'au dernier drive, et puis là, au moins la défense de Green Bay quand même à ce moment-là est sortie, mais encore une fois, c'était pas contre la course, contre la passe, ils peuvent faire des choses, ils l'ont bien neutralisé en fin de match. Ça reste un point d'inquiétude, et pour Green Bay, mais donc je veux dire pour les Jaguars, Jack Luton, c'est mieux que Minshew Mania, ou là où on est vraiment parti sur de la draft? Je pense qu'ils savent ce qu'ils ont avec Minshew. Ils essayent de voir d'ici la fin de la saison ce qu'ils peuvent avoir avec Luton. C'est pas honteux, hein. Il tient quasi jusqu'à la fin, tu l'as dit. Cette défaite, il a fait ce qu'il a pu en tout cas. Donc bon, pourquoi pas. Écoute, en tout cas, je ne serais pas surpris qu'on veuille continuer avec lui jusqu'à la fin de la saison, et puis qu'à la fin de la saison, on décide de ce qu'on va faire du côté de Jacksonville. Aaron Rodgers, de son côté, a été très bon malgré le vent. C'était du très bon Aaron Rodgers. C'est une défense évidemment un peu faible. Bears 13, Vikings 19. L'attaque des Bears qui continue de sombrer dans les abysses de la nullité. 149 yards au total. Face à une défense des Vikings qui n'était pas non plus terriblement effrayante à un moment de la saison. Nick Foles est blessé. Alors, il n'a pas de fracture visiblement au niveau des hanches, donc il pourrait rejouer après leur semaine de repos, puisque là, ils entament leur semaine de repos. Bonne nouvelle, Mitchell Trubisky sera aussi remis de sa blessure, donc le choix va pouvoir être possible entre Foles et Trubisky. Il glisse en 8e position de la conférence. 5 victoires, 5 défaites. Et on commence à avoir du mal à les voir en play-off, parce que là, je veux dire, à coup de 149 yards par match, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Yes, la vérité éclate enfin. Depuis le début de la saison, je le réclame. J'osais pas le dire, mais voilà, hein, on nous a dit oui, ils ont un bon bilan, vous allez voir, etc. Vous êtes un peu médisants avec eux. Ah non, c'est juste qu'ils n'avaient pas été encore exposés, et là, ça ne fait qu'empirer. Et puis il y a des matchs qui prennent au début sur des malentendus énormes. Mais voilà, tu as fait des émissions du jeudi avec moi, Alain et Raphaël aussi. Hein, vous savez que depuis le début, je n'attends qu'une chose, c'est qu'on arrête de croire que les Bears sont une bonne équipe cette année. Ils ont une excellente défense. Je crois que j'avais fait un
papier dans les leçons de la semaine où j'avais dit que c'était la pire équipe de l'histoire à 5 victoires de défaite ou un truc comme ça. Mais j'en serais pas choqué parce que vraiment, ils ont une très très bonne défense et heureusement, parce que sinon ce serait abyssal. Ah bah Mais, oui. et ils ont Cordarrelle Patterson qui est quand même spécialement doué quand il s'agit de faire du retour de coup de pied. Mais sinon, au secours, quoi. C'est vrai que sur les 13 points, il y a un touchdown de Cordarrelle Patterson sur l'équipe spéciale. Il n'y a pas de touchdown offensif dans ce match. Ah, donc, en plus. donc bon, c'est assez dur. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette équipe. Elle a une excellente défense, elle a une attaque qui est au fond du trou. Maintenant, ça va se compliquer. Le calendrier, en plus, il n'est pas affreux. Hein. C'est Packers. Bon, alors il y a Packers 2 fois, ça va les enterrer. Mais il y a Lions, Texans, Vikings, Jaguars pour le reste. C'est pas des trucs injouables avec la défense c'est qu'ils pas ont. injouable. Hein. Non, mais C'est pas c'était- injouable avec la NFC West qui se tire dans les pattes. C'est pas. Mais bon. C'est des équipes qui ont une meilleure attaque qu'eux quand même. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est vrai que leur avantage, c'est qu'en effet, les équipes de la FC West pourraient s'entretuer parce Voilà. qu'aujourd'hui, devant eux, il y a Seattle en 7 et les Rams en 6. Donc, ils peuvent se prendre des points comme ça. Est-ce que les Vikings, eux, qui sont 9e du coup maintenant de la conférence, à 5 victoires, 4 défaites, ont une petite chance d'une improbable remontée? Ils ont enchaîné 3 victoires de suite. Ils ont des vrais skill players en attaque. Est-ce que leur défense sera aussi forte contre des meilleures attaques? C'est peut-être ça aussi la question, quoi. Non, elle C'est sera vrai que pas ça- aussi non, forte. non, Elle sera non. pas aussi forte. On l'a vu depuis le début de saison. C'est pas une très bonne défense. C'est pas une bonne défense. Une défense vraiment moyenne. Même s'il y a eu du progrès par rapport au tout début de saison où ils se faisaient vraiment ouvrir dans les airs, ça a quand même progressé parce que c'est encore un des domaines dans lequel Mike Zimmer, je trouve, a encore un peu de vraies compétences sans être trop méchant. C'est dans la défense aérienne où il arrive encore à faire des choses. En tout cas, à faire progresser ses joueurs, ça c'est sûr. Ils ont un calendrier assez favorable de mémoire dans les prochaines semaines qui leur permet, à mon avis, d'emmagasiner quelques victoires. Et avec la recette d'Alvin Cook, Jefferson, Thielen pour sortir de la boîte, la 7e place me paraît pas si injouable. C'est un peu comme les Bears, ils ont 2 gros matchs, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils vont jouer les Buccaneers et les Saints, mais les autres matchs, c'est Cowboys, Panthers, Jaguars, Bears et Lions. Ouais. Ça va se jouer probablement Ouais. entre ces Tu vois, deux-là avec- d'ailleurs. Hein. Avec 5 victoires de plus, ça les met à 9. Ouais. À Ouais, 9-7, 7, tu peux prendre la 7e place. Hein. Oui, ce serait du. Il y en a qui ont déjà pris la 6e avec ça, donc oui, ça Oui. ne me semble pas infaisable. Donc oui. Après, il y a un peu ils ont 2 matchs de retard là sur ce qui est actuellement en wildcard. Donc, Ouais. à voir ce que les résultats de la NFC West vont leur permettre. Décidément, cette NFC West est partout dans cette émission. Les Lions, à moins que tu aies un mot sur les Vikings, Raoul, on passe aux Lions. Non. Allez, Lions 30, Washington 27. C'était le seul match où les deux équipes ne jouent pas vraiment la course au playoff, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les Lions, qui ont le même bilan que les Vikings au moment où on parle. Les Lions menaient 24-3 avant de se faire rejoindre. On l'a dit, Matt Patricia, grand coach défensif. Finalement, ils gagnent sur un field goal à la dernière seconde de 59 yards, donc ils s'en sortent très très bien. C'est grâce à Matt Stafford notamment, à DeAndre Swift qui sort un match à 81 yards, 5,1 yards par course. Donc il y a du bon. On va dire qu'il joue malgré le coaching staff. Il se débrouille. Parce que le grand coach défensif a autorisé 464 yards à Washington. Alors j'ai beaucoup de respect pour Alex Smith et ce qu'il fait, mais autoriser 390 yards à la passe à Alex Smith, c'est beaucoup. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, non, c'est beaucoup. Comme tu dis, ils peuvent même remercier pour le coup Matt Prater, leur kicker, avec ce field goal. Mais c'est le problème de ces Lions, c'est que cette saison, l'an dernier, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils se font remonter très souvent dans des matchs qu'ils dominent. Ils avaient le record encore en début de saison du nombre de matchs perdus en ayant mené de plus de 10 points. Voilà, ils se font toujours remonter parce que le coaching n'est pas bon, il n'arrive pas à impliquer l'équipe jusqu'à la fin. À mon sens, c'est beaucoup trop significatif de problèmes de coaching pour que cette équipe puisse aller de l'avant en fait. Raoul, je formule pour être poli quand même. Est-ce que à 4 victoires et 5 défaites, comme les Vikings, ils ont une chance de remonter pour aller en playoff? Alors c'est vrai que présenté comme ça peut paraître un peu extrême de dire aucune. D'autant qu'on l'a dit, il y a quand même 2-3 mecs qui ont du talent. Maintenant, disons que la dynamique est peut-être un peu moins optimiste
que du côté des Vikings où là, tu as vraiment des gros playmakers et que tu es capable d'apporter des trucs. Moi, j'enterre jamais vraiment Matthew Stafford parce que comme chacun sait, j'aime bien ce quarterback, mais ça va pas être facile, ça c'est sûr. D'autant que eux, pour le coup, le calendrier, c'est Panthers, Texans, Bears, bon. Mais derrière, ça finit avec Packers, Titans, Buccaneers, Vikings. Plus dur. A priori, ça devrait être un poil plus compliqué. On termine avec le top et les flops. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, on te laisse commencer. Alors, mon top, ça sera en même temps une petite dédicace aux fans des Cardinals sur Twitter, mais c'est DeAndre Hopkins. Je voulais réinsister sur Hopkins parce que personnellement, depuis le début de saison, je trouvais que Cliff Kingsbury, son coach, n'insistait pas assez sur DeAndre Hopkins dans le jeu d'Arizona, qu'il n'y avait pas assez de passes en profondeur pour Hopkins, qu'il n'était pas... Parce qu'à mon sens, un joueur pareil, il y a un moment, tu lui envoies la balle et il fait la différence. Et donc, je suis absolument ravi qu'il l'ait fait cette semaine à la dernière seconde au milieu de 3 mecs pour rappeler que oui, quand tu as un joueur comme ça, tu joues un peu plus la passe sur lui et tu forces parce qu'en fait, c'est un receveur qui fait la différence. Et à un moment, c'est pour ça aussi que tu l'as fait venir. C'est pour faire la différence sur des réceptions contestées. Et c'est ce qui fera gagner les Cardinals, c'est ce qui fera avancer cette équipe. Donc, voilà, mes amitiés à tous les fans des Cardinals qui disaient que j'en faisais trop sur DeAndre Hopkins et sur son implication, mais je maintiens que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah bah on essaie de plus en parler de cet échange, mais des fois c'est dur. Ah ouais, là, là c'est compliqué de pas en parler. Raoul, ton top? On va continuer d'en parler parce que moi, mon top, c'est notamment, donc c'est évidemment cette dernière action du match des Cardinals, mais c'est comme dans toutes les actions incroyables dans le sport, c'est la vidéo qui a été faite avec la musique de Titanic par-dessus au moment de la réception, qui pour moi est vraiment un des trucs les plus fabuleux qu'Internet ait pu inventer. Et donc évidemment cette vidéo, en plus il y a le moment où Murray est un peu pris, qui s'échappe et que tu entends le décompte, 7 secondes, 6 secondes, et là, c'est incroyable, vraiment avec la musique de Titanic, je vous le recommande, vous le trouvez très facilement sur Twitter. Et d'ailleurs, ce stade qui est quand même le théâtre de beaucoup d'événements de ce genre, avec notamment l'interception de Malcolm Butler à la dernière seconde. C'était aussi à Arizona face aux Seahawks au Super Bowl, et il y avait eu Aaron Rodgers au Divisional Round face aux Cardinals qui avait fait une action de dingue aussi à la fin du match. J'ai vu une image passer où il y a plein de trucs qui se sont passés là-bas. Bon bah voilà, ça continue. Le helmet catch. Le helmet catch évidemment. Et donc voilà, ce stade qui est quand même le théâtre de belles émotions. En top, moi je vais prendre Jalen Ramsey. Il a un gros contrat à 100 millions de dollars et je sais que les gens aiment bien rappeler que il a été trop payé, mais du coup c'est bien de les rappeler quand les mecs qui font des bonnes performances aussi, parce que là le mec il a rappelé qui c'est le patron. J'ose jamais trop le dire parce que quand Raoul est là, mais j'aime bien, tu sais, l'expression il va voir qui c'est Raoul. Mais du coup là Raoul, c'est Raoul quoi. C'est moi Raoul. Mais non, mais tu peux y aller, je vois très bien. Et entre nous d'ailleurs, je me permets un deuxième petit top, mais on l'a mis sur le site, c'est Joe Bureau qui disait je ne jouerai pas aussi mal très souvent. J'aime bien parce que je trouve qu'on manque de joueurs qui disent des trucs des fois un peu qui se mouillent un peu quoi. Ces dernières années, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde qui parle pour dire des trucs un peu marrants ou un peu parce que c'est qu'un jeu, c'est qu'un sport dans tous les cas, donc c'est un peu marrant d'avoir des gars comme ça un peu fort en gueule ou qui font des déclarations. Et ça manque un peu, donc j'aime bien que Bureau se mouille un peu. J'ai vu sur certaines déclats là, cette année, il n'hésite pas à annoncer un peu ce qu'il va faire. Et je trouve qu'on manque un peu de mecs comme ça. Raphaël, ton flop? Et mon flop, c'est Drew Lock. J'en ai parlé dans le résumé des Broncos, mais j'en peux plus. Surtout que j'ai remarqué, alors je sais pas si tu le fais exprès, Monsieur Mattei, mais je me retrouve souvent avec le résumé des Broncos. Ah et donc non, j'ai pas fait gaffe. Ça fait pas mal de fois que je me brûle la rétine sur Drew Lock. J'en peux juste plus. Donc si John Elway pouvait drafter un autre quarterback qui ne soit pas juste grand et voilà. J'allais dire autre chose, mais j'irai pas plus loin. Ça serait cool pour que j'arrête de me brûler les yeux. Donc, j'espère que Denver prendra une autre direction à la fin de la saison. Alors, je note et je m'engage pour la répartition des matchs de dimanche à ne pas te mettre sur le match des Broncos. Yes. Raoul. Mon flop, je suis trop triste. Mon gars sûr, Jason Sanders, qui a raté un field goal et qui du coup met fin à sa saison parfaite au pied. Voilà, jusqu'à maintenant, c'était le dernier défenseur des kickers parfaits et il n'y en a plus cette année en NFL. Donc, je suis triste pour lui. J'avais cru voir qu'il y avait une autre équipe qui était à 100% de field goal, non? Alors, field goal peut-être, mais si tu penses à Lutz chez les Saints, il a raté un extra point. Ah, d'accord.
Là, Ah oui, Sanders, il avait rien raté jusqu'à maintenant. D'accord. Ah oui, non, mais d'accord. Parce qu'en fait, il y a les Seahawks qui sont à 100% de field goal, mais avec un extra point raté. Les Steelers sont à 100% de field goal, mais avec 3 extra points ratés. Et les Packers sont à 100% de field goal, mais avec un extra point raté. En effet. Bon, Voilà. voilà. Donc, Sanders, il avait tout réussi. Et bah voilà. Ah oui, Mais il est, à c'est pas 20, grave, il est fort quand même. il est à 20 sur 21 sur les field goals et 23 sur 23 sur les extra points. Ouais. Respect. Le flop pour moi, c'est les Eagles. Du coup, pareil, un truc dont on a parlé dans les résumés. Mais là, c'est surtout que tête de la division ou pas, maintenant, il faut que des têtes tombent. Donc, au pire, à la fin de l'année, même s'ils font les playoffs, il va falloir renouveler. Ça va être le moment de renouveler. On va commencer par le coaching staff. On va peut-être laisser un an ou deux à Carson Wentz au cas où, surtout qu'il a un gros contrat. Mais là, il va être l'heure de changer un peu des choses. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 378 du podcast Jean Actu. Merci à vous. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee et si vous ne nous soutenez pas non plus sur Tipeee, d'ailleurs, on vous remercie. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Pseudo très original cette semaine, on a Bidabière qui nous soutient. C'est beaucoup dans le thème de ce dont on a parlé ces derniers mois. C'est en un mot, Bidabière. Julien et Jimmy Frantic se sont ajoutés. Merci à eux. Et j'en profite pour préciser, on a changé les contreparties sur la page Tipeee. C'est-à-dire que maintenant, tous les goodies sont disponibles séparément. C'est-à-dire que vous pouvez prendre juste le porte-clés, juste les stickers ou juste les sous-verts. Alors qu'avant, c'était des lots. En fait, pour avoir le porte-clés, il fallait prendre tout le reste. Voilà, donc c'est plus pratique. Là, vous pouvez tout prendre. Ils sont tous, c'est que des contreparties à 15 €. Et est-ce qu'on peut changer chaque mois pour tous les avoir? Non, mais en fait, tu peux changer. Alors non, en fait, tu peux choisir. C'est-à-dire que tu mets 15 balles ou alors tu peux mettre 30 et tu choisis 2 des contreparties. Et comme ça, tu peux avoir au choix soit un porte-clés et des sous-verts, soit des stickers. Voilà. Alors non, juste les stickers sont passés à 10 €. On les a mis un poil moins cher que les autres pour que plus de monde ait accès à un goodies du site. Voilà. Donc il y a un petit pack de 2 stickers à 10 € et sinon tous les autres contreparties sont passés à 15 et c'est au choix. Vous pouvez prendre. Alors on a rajouté les pins d'ailleurs. Ils sont de retour. Donc les pins, les magnettes, le porte-clés et les sous-verts. Plus les stickers, ça fait 5 goodies différents. Et il y a un pack, évidemment, si vous voulez tout, il y a un pack la totale dans les contreparties où vous pouvez tout avoir. Voilà, on vous remercie en tout cas encore une fois. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Raoul. Eh ben, merci à tous les deux. Et on se retrouve jeudi pour l'émission preview. On se retrouve dimanche pour le fauteuil. La semaine prochaine, c'est déjà la semaine prochaine, il y aura Thanksgiving. Évidemment, on mettra les détails sur le site, mais on vous prépare un live comme d'habitude pendant le premier match. On vous mettra les détails très très vite sur le site. Pour nous suivre, touchdownactu.com justement, Twitter @tdactu, Instagram @touchdownactu en entier, Facebook @tdactu, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @RaoulVDG pour Raoul, @Telematic pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Le générique, c'est signé Kickban. On les remercie beaucoup. Je vous remercie encore. Merci les gars, merci messieurs. À très bientôt. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.